Je vais vous demander de faire quelque chose de très simple, peut-être la chose la plus simple au monde. Je veux que vous imaginiez une particule de lumière. Un photon, disons qu'il part d'une lampe au-dessus de votre tête et qu'il voyage jusqu'à votre œil. C'est un événement banal, n'est-ce pas? Cela se produit des milliards de fois par seconde. Vous ne vous posez même pas la question de savoir comment ça marche. Maintenant, si je vous demande, quel chemin la lumière a-t-elle emprunté pour arriver à votre œil? Votre intuition va hurler la réponse. C'est presque insultant de simplicité. Vous allez me dire, elle a voyagé en ligne droite, évidemment. Et si je vous demande pourquoi, vous répondrez probablement avec beaucoup de bon sens que la ligne droite est le chemin le plus court, le plus efficace, le plus rapide. Et vous auriez raison. Dans notre monde, dans celui que vous touchez, que vous voyez, les choses semblent économiser leur énergie. Une pierre qu'on lâche tombe tout droit. La lumière ne fait pas de détours inutiles pour aller acheter du pain avant d'arriver à votre rétine. Mais attendez une seconde, arrêtez-vous là, parce que c'est ici, précisément dans cette évidence, que se cache le problème le plus profond de la physique. Posez-vous cette question, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment, ne la balayez pas du revers de la main. Comment la lumière sait-elle qu'elle essaie le chemin le plus court? Pensez-y. Le photon, cette petite particule d'énergie, n'a pas de cerveau, il n'a pas de carte, il n'a pas de GPS, il ne peut pas voir la destination avant de partir. Alors, comment fait-il? Au moment où il quitte la lampe, pour choisir la ligne droite, est-ce qu'il sniffe l'espace autour de lui? Est-ce qu'il envoie des éclaireurs? Si vous mettez un bloc de verre sur son chemin, la lumière va changer de direction. Elle va se briser, se réfracter, pour continuer à optimiser son temps de trajet à travers le verre qui est plus dense. C'est le principe de Fermat, c'est ce qu'on apprend à l'école, mais ça ne répond pas à la question gênante. Comment la lumière sait-elle à l'avance qu'en se tordant un peu vers la gauche, elle gagnera une nanoseconde? Cela semble impliquer que la particule connaît le futur ou qu'elle a calculé toutes les possibilités avant de faire un seul pas. C'est absurde, je sais. Une particule ne calcule pas. La nature ne s'assoit pas avec un crayon et du papier pour résoudre des équations différentielles avant de bouger. Et pourtant, à chaque fois, sans exception, la lumière trouve le chemin parfait, le chemin unique. C'est là que notre intuition nous trahit. Nous sommes obsédés par l'idée qu'il se passe une seule chose, qu'il n'y a qu'une seule histoire. La particule part de A, passe par une ligne droite et arrive à B, c'est confortable, c'est logique. C'est ce que nos yeux nous disent. Mais si je vous disais que cette ligne droite, cette réalité unique que vous voyez, n'est en fait qu'une illusion statistique, que la raison pour laquelle la lumière semble si intelligente, ce n'est pas parce qu'elle choisit le bon chemin, mais parce qu'elle les emprunte tous. Et quand je dis tous, je ne parle pas d'une façon de parler. Je veux dire tous, absolument tous. C'est là que ça devient intéressant. Faisons une expérience. Pas dans un laboratoire sophistiqué, mais ici, dans votre tête. Imaginez que je vous donne une poignée de sable et que devant vous, il y a un mur percé de 2 fentes verticales. Derrière ce mur, il y a un écran pour voir où le sable atterrit. Si vous jetez le sable vers le mur, que se passe-t-il? C'est évident. Certains grains vont taper le mur et tomber. D'autres vont passer par la fente de gauche, d'autres par la fente de droite. Sur l'écran derrière, vous aurez 2 tas de sable. Un tas en face du trou gauche, un tas en face du trou droit. C'est la réalité telle que vous la connaissez. Les choses sont ici ou elles sont là. Un grain de sable ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Et il ne peut certainement pas passer par 2 trous distants en même temps sans se casser en deux. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes en sécurité dans le monde classique. Maintenant, rétrécissons l'expérience. Oubliez le sable. Prenons des électrons ou des photons, des particules élémentaires, et faisons exactement la même chose. On envoie les électrons vers ces 2 fentes. Si on bouche la fente de gauche, les électrons passent à droite et forment un tas à droite. Logique. Si on bouche la fente de droite, ils passent à gauche et forment un tas à gauche. Toujours logique. On pourrait se dire, parfait, quand j'ouvre les 2 fentes, j'aurai 2 tas. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Quand on ouvre les 2 fentes, les électrons ne forment pas 2 tas. Ils forment une série de bandes. Une bande au milieu, puis du vide, puis une autre bande, puis du vide. Comme les ondulations à la surface de l'eau quand 2 vagues se croisent, on appelle ça des interférences. Vous allez me dire, d'accord, c'est parce que les électrons se bousculent entre eux. Comme de l'eau, c'est un effet de foule. C'est une excellente objection, vraiment. C'est ce qu'on a pensé au début. Alors, soyons plus malins, ralentissons la machine. Envoyons les électrons un par un, on tire un électron, on attend 1 heure, on va boire un café. On revient, on tire un 2e électron, il n'y a aucune chance qu'ils se croisent. Ils sont seuls au monde. L'électron part, il arrive au mur avec les 2 fentes, il passe et il touche l'écran. Après avoir fait ça 1000 fois, on regarde le résultat. Et c'est là que votre estomac devrait se nouer. Même envoyés un par un, isolés, solitaires, les électrons forment toujours ces bandes d'interférence. Ils ne forment pas de tas. Regardez bien ce que cela implique. C'est terrifiant pour notre bon sens.
Pour qu'il y ait interférence, il faut que quelque chose passe par la fente de gauche et que quelque chose passe par la fente de droite en même temps pour se croiser de l'autre côté. Mais nous n'avons envoyé qu'un seul électron. Cela nous laisse face à une conclusion impossible. Si l'électron passait par la gauche, il ne pourrait pas savoir que la fente de droite est ouverte. Et pourtant, si je ferme la fente de droite, l'électron atterrit à un endroit différent que si je la laisse ouverte. L'électron sait si l'autre trou est ouvert ou fermé, même s'il ne passe pas par là, ou alors, est-ce qu'il passe par les deux? Comment une particule indivisible, un petit point de matière, peut-il passer par deux trous distants simultanément? Si vous essayez de visualiser ça comme une petite bille, vous avez mal à la tête, c'est normal, c'est parce que vous essayez de forcer la nature à entrer dans votre conception de la bille. Vous vous dites, il est passé à gauche ou à droite. Et l'expérience nous hurle. Non, cette question est fausse. Il ne s'agit plus de savoir quel chemin la particule a pris. Il s'agit de comprendre que la notion même de un chemin unique est en train de s'effondrer sous nos yeux. Si cela ne vous choque pas, c'est que je ne l'ai pas bien expliqué. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réalité ne se décide pas avant d'être arrivée. À ce stade, votre esprit essaie probablement de négocier. C'est un mécanisme de défense naturelle. Vous vous dites, d'accord, peut-être que l'électron est un peu flou, comme un nuage, et qu'il passe un peu des deux côtés. Vous essayez de sauver la vieille vision du monde en l'étirant un peu. Mais je dois être brutal. Ça ne suffit pas. Ce que la nature nous dit est bien plus radical que ça. Revenons à notre particule de lumière qui va de la lampe à votre œil. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'elle voyageait en ligne droite. Voici ce qui se passe réellement. Et quand je dis « réellement », je parle de la description mathématique exacte qui nous permet de construire vos ordinateurs et vos lasers. Pour aller de la lampe à votre œil, la particule ne choisit pas. Elle emprunte la ligne droite, oui, mais elle emprunte aussi une ligne légèrement courbe vers la gauche. Elle emprunte aussi une ligne courbe vers la droite. Elle emprunte un chemin qui part vers le plafond, rebondit sur le lustre et redescend dans votre œil. Elle emprunte un chemin qui fait 3 tours sur lui-même avant d'arriver. Elle emprunte même un chemin qui part jusqu'à la galaxie d'Andromède, fait demi-tour et revient frapper votre rétine pile à l'instant T. Je ne suis pas en train de faire de la poésie. Je ne suis pas en train de vous raconter une fable métaphorique. Je vous dis que pour calculer correctement ce que la lumière va faire, nous devons prendre en compte toutes ces histoires possibles. Nous devons additionner le chemin logique avec le chemin fou, avec le chemin impossible. Si nous ignorons le chemin qui va jusqu'à la Lune et revient, notre calcul sera faux. L'erreur sera minuscule, infinitésimale, mais le résultat sera faux. La nature, elle, n'ignore rien. C'est là que l'intuition commune s'effondre totalement. Nous avons l'habitude de penser que l'histoire est une ligne unique. Le passé est figé, le présent est là, le futur est à venir. Une particule est ici, puis là. Mais dans le fondement même de la réalité, une particule n'a pas une trajectoire. Elle a toutes les trajectoires. Imaginez que vous deviez aller acheter du pain. Dans notre monde classique, vous sortez, vous marchez sur le trottoir, vous arrivez à la boulangerie. Dans le monde quantique, pour comprendre votre déplacement, je dois considérer une version de vous qui va à la boulangerie, une autre qui va à la piscine, une autre qui s'envole vers Mars. Et la réalité que nous voyons à la fin n'est pas l'une de ces options choisies au hasard. La réalité est la somme, la superposition de toutes ces folies. C'est vertigineux, non ? Vous avez l'impression que je viens de transformer l'univers en un chaos absolu où tout arrive n'importe comment. Si la lumière peut aller sur Mars avant d'arriver à mon œil, pourquoi est-ce que je ne vois pas un délai ? Pourquoi est-ce que je la vois toujours aller tout droit ? C'est la bonne question. Si la folie est partout, pourquoi le monde semble-t-il si ordonné ? Pourquoi la pierre tombe-t-elle tout droit si elle a exploré des chemins qui montent vers le ciel ? La réponse est magnifique. C'est là que la magie opère. Ce n'est pas que les autres chemins n'existent pas, c'est qu'ils se tuent les uns les autres. Alors, comment la nature fait-elle le tri ? Comment passe-t-on du chaos total de tous les chemins possibles à l'ordre parfait de la ligne droite que vous voyez le matin en buvant votre café ? C'est ici que je dois introduire un concept un peu étrange, mais je vous promets que c'est le seul outil technique dont nous avons besoin. Imaginez que cette particule, ce photon, porte sur son dos un petit chronomètre. Une petite horloge avec une seule aiguille qui tourne très très vite. Tant que la particule vole, l'aiguille tourne. Quand la particule arrive à votre œil, on arrête le chronomètre et on regarde dans quelle direction pointe l'aiguille. C'est tout. Maintenant, appliquons cette règle à nos milliards de chemins. Prenons un chemin complètement fou, celui qui fait un détour vers le plafond. C'est un chemin long. L'aiguille va faire, disons, 10 millions de tours et s'arrêter à midi. Prenons un autre chemin juste à côté, à 1 millimètre près. Comme le détour est grand, ce petit millimètre de différence change beaucoup la durée du voyage. Sur ce chemin voisin, l'aiguille a le temps de faire un demi-tour de plus et s'arrête à 6 heures. Que se passe-t-il si j'additionne une flèche qui pointe vers midi et une flèche qui pointe vers 6 heures ? Exactement. Elles s'annulent. Elles disparaissent. Zéro. C'est ça le secret.
Pour la grande majorité des chemins farfelus, les chemins voisins ont des durées très différentes. Les aiguilles finissent allant par pointer dans toutes les directions. Midi, 3 heures, 9 heures, 7 heures, c'est une cacophonie. Quand vous mélangez tout ça, tout se moyenne à zéro. Les chemins existent, mais ils s'entretuent, ils s'annulent par interférences destructives. C'est pour ça que vous ne voyez pas la lumière faire des loopings. Ces possibilités s'autodétruisent mathématiquement. Mais il y a une exception. Un endroit spécial. Regardez le chemin le plus direct, la ligne droite. C'est le chemin le plus court. Si je prends un chemin juste à côté, infiniment proche de la ligne droite, la longueur ne change presque pas. C'est comme le fond d'une vallée, c'est plat. Si vous faites un pas à droite ou à gauche au fond d'un bol, votre altitude ne change quasiment pas. Donc, le temps de trajet ne change presque pas. Donc, l'aiguille du chronomètre s'arrête quasiment au même endroit. Pour la ligne droite et ses voisines immédiates, toutes les aiguilles pointent, disons, vers 3 heures. Et si vous additionnez plein de flèches qui pointent dans la même direction, que se passe-t-il? Elles s'ajoutent, elles se renforcent, elles créent une flèche géante, massive, réelle. Voilà la révélation brutale, la ligne droite n'est pas le seul chemin emprunté. C'est simplement le seul endroit de l'univers où les différents chemins possibles ne s'annulent pas les uns les autres. La réalité que nous voyons, la stabilité du monde, n'est rien d'autre que le résidu d'une infinité de fantômes qui se sont éliminés partout ailleurs. La ligne droite est une illusion collective, un effet de foule réussi. Et là, vous devriez commencer à voir le lien avec quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que si ce principe est vrai pour la lumière, est-il vrai pour la matière? Est-il vrai pour vous? Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est une belle image, c'est une façon élégante de visualiser les maths. Mais le photon ne fait pas vraiment ça. C'est là que je dois être très ferme. Ce n'est pas une astuce de calcul, ce n'est pas une métaphore philosophique pour vous aider à dormir, c'est littéral. Comment puis-je être aussi sûr? Parce que si c'était juste une idée farfelue, elle ne marcherait pas. Or, cette méthode, que nous appelons l'électrodynamique quantique, est la théorie la plus précise de toute l'histoire de la physique. Laissez-moi vous donner une échelle. Si vous calculez le magnétisme d'un électron avec cette méthode des petites flèches et des histoires multiples, et que vous comparez le résultat avec une expérience en laboratoire, les deux chiffres correspondent avec une précision hallucinante. C'est comme si je mesurais la distance entre New York et Los Angeles et que ma prédiction tombait juste à l'épaisseur d'un cheveu près. Si cette théorie était fausse, une telle précision serait un miracle impossible. Donc, nous devons prendre l'explication au sérieux. La nature explore vraiment tous les chemins. Et je peux vous le prouver avec une expérience que vous pouvez faire chez vous, ou presque. Pensez à un miroir. Vous savez comment ça marche. Vous envoyez de la lumière et elle rebondit avec le même angle. Angle d'incidence égale angle de réflexion. C'est la loi, n'est-ce pas? La lumière tape au milieu du miroir et repart. Selon notre théorie des chemins multiples, la lumière tape aussi sur les bords du miroir, tout à gauche et tout à droite. Mais comme nous l'avons vu, ces chemins sur les bords s'annulent. Les chronomètres sont décalés, les flèches s'entretuent. Le résultat est noir. Pas de réflexion sur les bords, mais voici l'idée de génie. Si je suis assez malin pour calculer exactement où les flèches s'annulent sur les bords et que je vais gratter le miroir à ces endroits-là, si j'enlève des bouts de miroir stratégiquement, si je peins en noir les zones où les flèches pointent vers 6 heures pour ne laisser que celles qui pointent de vers midi. Normalement, en enlevant du miroir, je devrais avoir moins de réflexion, non? J'ai cassé le miroir. Mais si notre théorie folle est vraie, en enlevant les chemins qui tuaient les autres, je devrais soudainement voir de la lumière là où il n'y en avait pas. Je devrais ressusciter les chemins impossibles. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui se passe. Si vous gravez un miroir avec des rayures très précises, c'est ce qu'on appelle un réseau de diffraction, vous pouvez forcer la lumière à se réfléchir selon des angles complètement fous, des angles interdits par la physique classique. En cassant le miroir, la lumière devient plus brillante dans des directions étranges. Pourquoi? Parce que nous avons empêché les chemins voisins de s'annuler. La lumière, improbable, était là depuis le début. Elle était juste masquée par ses voisines. En supprimant la compétition, nous avons révélé que la lumière explorait bien les bords du miroir tout le temps, sans jamais nous le dire. Les fantômes sont réels. Ils sont là, cachés dans l'ombre de la ligne droite, attendant juste qu'on supprime l'interférence pour se manifester. La réalité n'est pas faite de ce qui existe, mais de ce qui survit à l'annulation. Maintenant, je veux que vous preniez une grande respiration. Parce que je sens une inquiétude monter. C'est normal. Si l'univers fonctionne vraiment comme ça, si la réalité est une superposition de n'importe quoi, pourquoi est-ce que je ne traverse pas ma chaise en m'asseyant? Pourquoi est-ce que, quand je lance une balle de baseball, elle ne disparaît pas pour réapparaître sur Mars? Si tout est probabilité, pourquoi notre monde nous semble-t-il si solide, si prévisible, si inévitable? C'est là que l'histoire devient rassurante.
Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que votre café s'envole tout seul au plafond. La raison pour laquelle vous ne voyez pas ces mondes parallèles au quotidien, ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas. C'est parce que vous êtes trop gros. Je ne veux vexer personne. Je parle de physique. Vous, une balle de tennis, une planète, vous êtes des objets lourds, énormes. Rappelez-vous de mon petit chronomètre, cette flèche qui tourne pendant le voyage. Pour un minuscule électron, l'aiguille tourne vite. Mais pour un objet macroscopique, comme une balle de baseball, l'aiguille tourne à une vitesse démentielle. Elle fait des milliards de tours par millimètre. La fréquence est inimaginable. Qu'est-ce que ça change? Tout. Pour la lumière, il fallait s'éloigner un peu du chemin parfait pour que les flèches commencent à s'annuler. Il y avait une petite marge de manœuvre, un petit tunnel de flou. Pour une balle de baseball, parce que l'horloge tourne si vite, le moindre écart, même plus petit qu'un atome, suffit à décaler l'aiguille complètement. L'annulation est foudroyante, impitoyable, immédiate. Le faisceau des histoires possibles pour une balle de baseball est si étroit, si serré autour de la ligne logique, qu'il est impossible à distinguer d'une trajectoire unique à l'œil nu. C'est ça la beauté de la chose. La physique classique, celle de Newton, celle des pommes qui tombent et des planètes qui tournent, n'est pas fausse. C'est juste ce qui reste de la physique quantique quand on zoome en arrière. La rigidité de notre monde n'est pas une loi fondamentale. C'est une illusion statistique causée par notre taille. Nous sommes les champions de la moyenne. Nous vivons dans le chemin de moindre action. Non pas parce que c'est le seul qui existe, mais parce que tous les autres sont trop fragiles pour survivre à notre échelle. La nature ne nous interdit pas d'être à deux endroits à la fois. Elle rend juste la probabilité de cet événement si ridiculement faible qu'il faudrait attendre plus longtemps que l'âge de l'univers pour le voir se produire avec une balle de tennis. Donc, rassurez-vous, le monde est solide. Mais il est solide pour la même raison qu'une foule vue d'avion semble former une masse compacte, alors qu'elle est composée d'individus qui s'agitent dans tous les sens. L'ordre émerge du chaos. Mais attention, cela veut dire une chose capitale pour la suite. Si nous sommes la moyenne, cela signifie que l'information sur les autres chemins n'est pas perdue. Elle est juste cachée. Et si on trouvait un moyen de l'utiliser, si on arrêtait d'être gros et qu'on commençait à penser comme un électron, c'est là que ça devient utile, terriblement utile. C'est le moment de devenir pragmatique. Vous pourriez me dire, c'est fascinant, Richard, ces histoires de fantômes et d'aiguilles. Mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Est-ce que ça m'aide à faire bouillir mes pâtes plus vite? La réponse est, sans cette folie, vous ne seriez pas en train de lire ce texte. Et je ne pèse pas mes mots, reprenons notre idée principale. La particule explore tous les chemins, y compris ceux qui semblent interdits par le bon sens. Imaginez maintenant qu'au lieu d'un miroir ou de fente, je mette un mur en béton devant l'électron, un mur d'énergie, une barrière infranchissable. Selon la physique classique, la physique de la bille, si vous lancez la bille contre le mur et qu'elle n'a pas assez d'énergie pour le casser, elle rebondit. Point final, l'histoire s'arrête là. Mais rappelez-vous, la nature explore tout. Il existe une trajectoire mathématique, un chemin bizarre, où l'électron ne saute pas par-dessus le mur, mais passe à travers, comme un fantôme. Classiquement, c'est impossible, c'est tricher. Mais dans notre calcul des petites flèches, si le mur n'est pas trop épais, la flèche qui correspond au chemin, traverser le mur, ne s'annule pas totalement. Elle reste minuscule, mais elle n'est pas à zéro. Cela signifie qu'il y a une probabilité réelle que l'électron disparaisse d'un côté du mur et réapparaisse de l'autre, sans avoir eu l'énergie pour le franchir. On appelle ça l'effet tunnel. Et ce n'est pas une curiosité de laboratoire, c'est le secret de tout. Regardez votre clé USB, votre carte SD, la mémoire de votre téléphone. Comment croyez-vous qu'on garde des informations là-dedans sans batterie? On piège des électrons dans une petite cage. Pour effacer la mémoire, on doit les faire sortir. Mais ils sont coincés, ils n'ont pas assez d'énergie pour sortir. Alors, on applique un petit champ électrique, on pousse un peu, et hop, les électrons, tunnelant, hors de la cage. Ils traversent le mur isolant. Ils utilisent le chemin interdit. Sans cette capacité à emprunter des chemins impossibles, toute l'électronique moderne s'effondrerait. Mais il y a plus gros, beaucoup plus gros. Levez la tête vers le soleil. Pourquoi brille-t-il? Parce que des atomes d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium. Pour fusionner, deux protons doivent se toucher. Mais les protons ont tous les deux une charge positive. Ils se repoussent violemment. C'est comme essayer de rapprocher deux aimants très puissants du même pôle. La barrière répulsive est gigantesque. Si on calcule la température du Soleil, on réalise quelque chose d'effrayant. Le Soleil n'est pas assez chaud. Les protons ne vont pas assez vite pour vaincre la répulsion et se toucher. Selon la physique classique, le Soleil ne devrait pas s'allumer. Il devrait être une boule de gaz inerte et sombre. Pourquoi sommes-nous vivants alors? Parce que de temps en temps, très rarement, un proton décide de jouer au jeu quantique. Il emprunte le chemin interdit.
Il ne franchit pas la barrière de répulsion par la force, il passe à travers. Il tunnelle jusqu'au cœur de son voisin. La fusion nucléaire, la lumière des étoiles, la vie sur Terre. Tout cela n'existe que grâce à cette petite erreur de calcul autorisée par les univers multiples de la particule. La nature utilise ces chemins bizarres pour faire fonctionner l'univers. Ce que vous appelez impossible est simplement un chemin que la probabilité rend difficile, mais que la nécessité rend réel. Et maintenant, je vais vous montrer le problème que cela pose. Un problème qui m'a empêché de dormir. J'ai dit tout à l'heure que la particule explorait toutes les trajectoires possibles dans l'espace. Mais j'ai omis un détail qui a failli faire s'écrouler toute la physique avant qu'on ne comprenne ce qu'il signifiait. Si la nature se moque de la ligne droite, pourquoi respecterait-elle la ligne du temps ? Regardez un de ces chemins bizarres sur mes diagrammes. Imaginez une trajectoire qui avance, puis qui fait soudainement une boucle, un zigzag, comme la lettre Z. Pendant la barre oblique du Z, la particule recule. Pas dans l'espace, dans le temps. Elle part de demain pour revenir à hier. Au début, on a cru que c'était une erreur mathématique, une absurdité. On ne peut pas remonter le temps, n'est-ce pas? Mais l'équation, elle, s'en fiche. Elle dit que ce chemin existe et qu'il faut l'additionner aux autres. Alors, on s'est posé une question folle. À quoi ressemblerait pour nous, observateurs coincés dans le présent, un électron qui remonte le temps? Réfléchissons. Un électron a une charge électrique négative. S'il recule dans le temps, mathématiquement, c'est équivalent à une particule qui avance dans le temps, mais avec une charge inversée, une charge positive. Cela ressemblerait à un anti-électron. Et c'est là que la théorie rejoint la réalité avec une violence inouïe. Ces particules existent. On les appelle des positrons. C'est de l'antimatière. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un fait banal. Quand vous allez à l'hôpital pour un PET scan, tomographie par émission de positrons, on vous injecte un produit qui émet ces particules. Les machines médicales utilisent, pour voir l'intérieur de votre cerveau, des particules qui, selon une interprétation tout à fait sérieuse de mes diagrammes, sont simplement des électrons en train de remonter le temps pendant une fraction de seconde. Cela résout une énigme qui hantait les physiciens. Pourquoi l'antimatière existe-t-elle? Pourquoi est-elle le miroir parfait de la matière? La réponse de cette théorie est d'une simplicité effrayante. L'antimatière n'est pas une nouvelle espèce de particule. C'est la même particule. C'est juste le même acteur qui revient sur scène par la porte de sortie. La distinction entre matière et antimatière, entre passé et futur, n'est peut-être qu'une illusion de notre perspective. Du point de vue de l'ensemble des chemins, tout est là, étalé sur une toile unique. Et cela nous mène à l'idée la plus vertigineuse de toutes. Si un électron peut reculer dans le temps et redevenir un électron plus tard, est-ce que ça pourrait être le même électron? C'est ici que je dois partager avec vous l'idée la plus étrange qu'on m'ait jamais proposée. Elle vient d'une conversation téléphonique que j'ai eue il y a longtemps avec mon directeur de thèse. Il m'a dit « Richard, je sais pourquoi tous les électrons ont exactement la même charge et la même masse. » J'ai demandé « Pourquoi ?» Il a répondu « Parce que ce sont tous le même électron. » Repensez à notre diagramme en zigzag. L'électron avance dans le temps, c'est de la matière, puis il fait demi-tour et recule dans le temps, c'est de l'antimatière, puis il refait demi-tour et avance à nouveau. Si vous tracez une ligne horizontale qui représente aujourd'hui, et que vous coupez ce zigzag, que voyez-vous? Vous voyez 3 points d'intersection, 3 particules distinctes à cet instant précis, 2 électrons et un positron. Mais si vous regardez la ligne dans son ensemble, il n'y a qu'un seul fil ininterrompu. Imaginez maintenant que ce fil soit immensément long, qu'il fasse des allers-retours dans le temps depuis le Big Bang jusqu'à la fin des temps des milliards de fois. Il tisse la trame de l'espace-temps comme une aiguille folle sur un métier à tisser cosmique. À chaque fois que le fil passe par média maintenant, nous voyons un électron. Si vous avez 10 ou 27 électrons dans votre corps, ce ne sont peut-être pas 27 petites billes différentes. C'est peut-être le même acteur, le même unique fil qui passe par vous 27 fois à des moments différents de sa propre vie. Cela expliquerait pourquoi vous ne pouvez jamais, au grand jamais, distinguer un électron d'un autre. Ils sont indiscernables parce qu'ils sont la même entité. Bien sûr, je ne dis pas que vous devez croire que l'univers ne contient qu'une seule particule. Il y a des problèmes avec cette théorie. Nous devrions voir autant d'antimatière que de matière, ce qui n'est pas le cas, ou peut-être qu'elle est cachée ailleurs. Mais l'idée profonde, celle qui reste vraie, qu'importe le modèle, c'est celle de l'indiscernabilité. En mécanique quantique, vous ne pouvez pas dire cet électron-ci et cet électron-là. Si vous échangez 2 électrons, l'univers ne change pas. Pas du tout. L'état quantique reste le même. Cela suggère que la réalité n'est pas faite de choses séparées, individuelles, avec des étiquettes. La réalité est un champ continu, une soupe d'événements où l'individualité est une illusion. L'idée que je suis ici et que vous êtes
Là, que je suis fait de mes atomes et vous d'ayez vôtres, est une erreur de perspective. Nous sommes des motifs différents tissés dans la même couverture. La lumière qui rebondit sur le miroir en explorant tous les chemins, l'électron qui traverse le mur, la particule qui remonte le temps. Tout cela nous crie la même chose. Les frontières que nous traçons, entre le passé et le futur, entre le possible et le réel, entre une particule et sa voisine, n'existent pas pour la nature. Ce sont des lignes imaginaires que nous avons inventées pour gérer notre vie de singes évolués. La physique fondamentale ne décrit pas des objets, elle décrit des interactions, elle décrit des chemins. Et au fond, il n'y a peut-être pas de danseur, il n'y a que la danse. Nous voilà au bout du voyage. Et si vous avez bien suivi, vous devriez ressentir un mélange étrange de satisfaction et de malaise. D'un côté, nous avons triomphé. Nous avons une théorie, l'électrodynamique quantique, qui prédit le comportement de la lumière et de la matière avec une précision diabolique. C'est le joyau de la physique. Ça marche, c'est indéniable. Mais de l'autre côté, regardez le prix à payer pour cette précision. Pour qu'un seul événement se produise dans notre monde, pour qu'un rayon de soleil chauffe votre peau, pour que vos yeux lisent cette phrase, l'univers a dû convoquer une infinité de fantômes. Il a dû calculer le chemin vers Andromède. Il a dû envisager que la lumière fasse 3 tours sur elle-même. Il a dû laisser la particule remonter le temps et revenir, tout cela pour un résultat banal, une ligne droite. Cela ressemble à un gaspillage cosmique terrifiant, n'est-ce pas? Pourquoi la nature ferait-elle autant d'efforts pour un résultat si simple? Pourquoi explorer l'infini pour faire un pas de 1 mètre? C'est peut-être la leçon la plus profonde de toutes. Nous avons tendance à penser que l'erreur, l'échec, le détour sont des choses à éviter, que la perfection c'est l'efficacité directe. Mais la physique quantique nous dit le contraire. Elle nous dit que la bonne réponse, la réalité stable que nous chérissons, ne peut exister que parce qu'elle est soutenue par l'infinité des mauvaises réponses. La ligne droite n'existe pas malgré les chemins tordus. Elle existe grâce à eux. C'est parce que les autres chemins s'annulent que celui-ci émerge. Sans le chaos des possibles qui s'entretuent dans l'ombre, la lumière ne pourrait jamais se concentrer pour éclairer votre monde. La réalité n'est pas un objet posé là, inerte. C'est un équilibre dynamique, une victoire permanente et silencieuse sur le chaos. À chaque seconde, autour de vous, dans chaque atome de votre corps, l'univers explore la folie totale, la teste et l'annule pour vous offrir la stabilité. Alors, la prochaine fois que vous regarderez la lumière entrer par la fenêtre, ne voyez pas juste un rayon. Essayez de ressentir le bourdonnement invisible de tout ce qui a failli arriver, mais qui s'est sacrifié pour que vous puissiez voir ce qui est. L'univers ne choisit pas le meilleur chemin, il les prend tous pour que le meilleur puisse se révéler de lui-même. Et si c'est comme ça que la matière fonctionne, je me demande, est-ce que c'est aussi comme ça que nous fonctionnons? Est-ce que nos vies, nos choix, notre histoire ne sont pas eux aussi le simple résidu visible de toutes les vies que nous n'avons pas vécues, mais qui, quelque part dans la trame des choses, comptent quand même? Je n'ai pas la réponse, personne ne l'a. Mais c'est une question intéressante à garder en tête ce soir avant d'éteindre la lumière.